se retrouvent condamnés. Puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Injusticia. Eh bien, nous parlerons aujourd'hui sur la succession en droit congolais avec comme invité Maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître, je vous salue. Je vous salue également, madame. Bienvenue sur Injusticia. Merci. Que direz-vous aux téléspectateurs qui vous suivent à cet instant? Bien, qu'est-ce que je pourrais dire aux téléspectateurs à cet instant? J'ai vu sur le générique, votre émission se base sur les principes et les règles élémentaires du droit. J'espère qu'à l'occasion de cette émission, sur le jeu de questions-réponses, ils vont s'informer sur les bases et les principes élémentaires de la succession. Eh bien, Maître, je vous rappelle que nous parlerons sur la succession en droit congolais. Alors, comment et que direz-vous par rapport à ce thème? Qu'est-ce qu'une succession, en fait? Bon, pour le commun des mortels, il faut définir simplement la succession comme étant l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire des biens laissés par une personne décédée à ses héritiers. Voilà la définition en termes clairs de la succession. Alors, comment expliquerez-vous la différence entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les deux droits? Oui, il y a une différence entre les deux droits. Les droits patrimoniaux, c'est des droits qui sont susceptibles d'une évaluation pécuniaire. C'est-à-dire qu'on peut évaluer, de toute façon, je peux prendre l'exemple du droit immobilier. On peut évaluer un bien immobilier, une maison, on peut l'évaluer. Mais les droits extra-patrimoniaux, c'est par exemple le droit à l'intégrité physique plutôt, le droit à la dignité, le droit d'auteur, qui ne peut pas être évalué d'une manière pécuniaire. Et ces droits-là, quand on les viole, la conséquence, c'est le paiement des dommages et intérêts. Voilà la définition. En résumé, ce que je peux faire de... Voilà, par rapport à notre thème du jour, qui est la succession, j'aimerais savoir comment s'effectue l'ouverture de la succession. Bien, l'ouverture de la succession se fait, d'après la loi, notamment l'article 452, alinéa 1er du Code de la famille. La succession s'ouvre à la mort et par déclaration judiciaire du décédé, en cas d'absence ou de disparition. Donc, il y a 3 cas. Il y a en cas de décès. Le décès doit être constaté par un acte de décès délivré par l'officier d'état civil. Une personne décédée, la preuve du décès, ce n'est pas son corps, c'est juridiquement l'acte de décès délivré par l'officier d'état civil qui atteste que cette personne est décédée à telle date. Maintenant, la question du disparu ou de l'absent. L'absent est défini par toujours l'article 108, le Code de la famille, notamment son article 108. L'absent, c'est une personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine. Par exemple, une personne qui est partie en aventure, on n'a pas de ses nouvelles. Depuis au moins plus d'une année, on peut considérer que c'est un absent. Sa succession peut s'ouvrir. Il y a le mécanisme, les mécanismes au niveau du droit, en ce qui concerne les disparus, les absents. Il faut une déclaration, une requête de déclaration d'absence, et on ordonne une enquête pendant une année.
après, il y a une décision de présomption d'absence. Et ensuite, après 2 ans, il y a un jugement de déclaration d'absence. Et plutôt 10 ans plus tard, la déclaration de décès. Donc ce n'est qu'après ça que cette personne, sa succession peut s'ouvrir. Bon, en ce qui concerne un disparu, par exemple, il peut avoir un crash d'avion. Cette personne est disparue parce que la disparition est définie comme, le disparu est défini comme une personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. Donc une personne qui est morte, crash d'avion par exemple, on n'a pas retrouvé son corps, il est considéré comme un disparu. On peut ouvrir sa succession. Voilà les 3 cas qui est prévu par la loi. Maître, y a-t-il des conditions pour accéder à une succession? Oui, pour accéder à une succession, il y a des conditions qui sont prévues par l'article 458 du Code de la famille. Cet article dit simplement que ne peut succéder que les personnes dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession. Si on reste sur cet alinéa, ne peut succéder que les personnes dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession. Ce qui veut dire même un héritier qui est absent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ses nouvelles depuis au moins une année. Cette personne ne peut pas succéder parce que son existence est incertaine. Donc au moment du partage des biens du défunt, on ne tiendra pas compte de lui. Parce que son existence est incertaine. La loi dit qu'il faut que l'existence soit certaine. La loi continue en disant que l'enfant, dès qu'il est conçu, peut succéder s'il naît vivant. Il faut qu'il soit conçu et né vivant. Parce qu'un enfant peut naître après le décès de son père. Maintenant, le problème, c'est que la loi précise bien que la date de la conception est déterminée conformément à l'article 233 du Code de la famille. Parce que ça aussi, ça peut susciter des problèmes dans les familles. Une personne décède, son épouse est enceinte, elle accouche après le décès, mais les parents peuvent contester le fait que cet enfant soit un enfant de leurs parents. Et là, il faut saisir le tribunal. Le tribunal doit déterminer la date de la conception par rapport à la date de la naissance et évidemment la date du décès du défunt. Et la loi dit, notamment l'article 229 du Code de la famille, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 420e jour, inclusivement avant la date de sa naissance. On doit tenir compte de cette date-là et voir à quelle date le défunt est décédé. Est-ce que le défunt pouvait être l'auteur de cet enfant? Voilà des questions que peuvent susciter les successions. Qui peut hériter? Et éventuellement l'examen de l'ADN. Oui, ça aussi, ça peut être demandé. Mais le problème de droit, c'est que non, le problème matériel, c'est qu'au Congo, on n'a pas de laboratoire nécessaire pour pouvoir faire ces examens. On est obligé de faire des prélèvements et envoyer en Europe ou en Afrique du Sud. Voilà, maître, y a-t-il une différence entre la donation, la succession et la libéralité? Oui, la donation, c'est une forme de libéralité. C'est un contrat par lequel un donateur se dépouille gratuitement et irrévocablement d'une chose au profit d'une autre personne qui est le donateur. Bon, la succession, c'est l'ensemble des biens qui appartient à un défunt, qui se transmet à ses héritiers. Une libéralité, on peut la faire de son vivant entre vifs ou bien par acte testamentaire. Et la personne bénéficie après le décès du propriétaire.
on vous entendrait dire, je ne vois pas vraiment la différence entre la donation et la libéralité. Oui, il y a pas tellement, il y a pas de différence, il y a pas de différence que je te dis la donation, je vous ai dit, la donation c'est une forme de libéralité. Donc la libéralité, la donation c'est entre vifs, et la libéralité, on peut le faire par testament. On donne un bien à quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille. Je dis, à mon décès, telle personne va bénéficier de tel bien. Et cette libéralité peut être à la fin, après le décès. Quand vous dites que la donation, c'est entre vifs, c'est-à-dire quoi finalement? C'est-à-dire entre personnes vivantes. La donation ne peut pas être l'effet d'une personne morte et d'une personne vivante. Voilà ce que ça veut dire entre vifs. Quelles sont alors les conditions pour l'existence de la libéralité? Bon, c'est un contrat, il faut qu'il y ait évidemment un consentement. Il faut que la personne qui donne son bien donne son consentement. Il faut qu'il ait la capacité de pouvoir le faire. Il faut qu'il y ait l'objet, le bien pour lequel on donne, et la cause. La cause doit être licite aussi. Voilà, alors quels sont le vice que prévoit la loi par rapport au vice de consentement en cette matière? Bon, en cette matière, les vices de consentement, c'est les vices ordinaires des contrats. Il y a l'erreur, le dol et la violence. Bon, l'erreur, c'est une fausse représentation de l'existence d'un fait ou de la qualité d'une chose. Donc, on peut se tromper même sur la personne à qui on fait une donation. On se dit, bon, je fais telle donation à telle personne parce que j'estime que telle personne a une telle conduite. On peut se tromper sur la personne. Ou encore sur le bien. On croit faire une donation d'un bijou en or, alors que ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre. C'est une erreur. Voilà un vice de consentement, un vice du contrat. Bon, le dol aussi, on peut utiliser des manœuvres ou des mensonges pour dissimuler la véritable intention. Donc, on trompe l'autre. On croit, on lui fait une donation, alors qu'en réalité, ce n'est pas une donation. En réalité, ce n'est pas une donation, donc c'est dol. Ou encore, il y a aussi des violences. On exerce une pression, une crainte sur une personne pour qu'il fasse une donation. Alors à ce moment-là, si cela est révélé, on peut annuler cet acte. Alors, sur ce, quel serait le lien de causalité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre? Bon, l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre, c'est dans le cadre de la donation. Quand une personne fait une donation, évidemment, il se dépouille d'un bien. Donc, il s'appauvrit. Et la personne qui reçoit ce bien, évidemment, s'enrichit. Donc, son patrimoine s'accroît. Voilà un peu le lien de causalité entre l'enrichissement et la donation. L'enrichissement et l'appauvrissement. In Justitia. Et voilà, In Justitia, on continue toujours sur notre thème du jour, la succession en droit congolais, avec invité Maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître Esso, quelles seraient les espèces des libéralités dont notre droit connaît? Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des libéralités entre vifs et des libéralités testamentaires. Entre vifs, c'est entre deux personnes vivantes. Il fait un don à quelqu'un qui est vivant. C'est un contrat. Mais libéralité testamentaire, même le bénéficiaire, quelquefois, il n'est pas au courant qu'on lui a fait une libéralité. Et dans le testament, il donne tel bien à telle personne. Ça peut être une personne qui l'a aidé pendant ces moments difficiles de maladie. Il lui fait une libéralité. Voilà les deux formes de libéralité. La transmission du patrimoine d'une personne décédée peut s'opérer de combien de manières? Bon, la transmission d'une personne décédée peut s'opérer de deux manières, de deux voies. La voie légale et la voie testamentaire. La voie légale, c'est les dispositions légales qui sont prévues par le Code de la famille.
et aussi par voie testamentaire, c'est-à-dire les dernières volontés du défunt, contenues dans son testament. Voilà les deux formes de Alors, transmission. quelles peuvent être des conditions requises pour recueillir une succession appelée ab intestate? Bon, pour recueillir la succession ab intestate, il faut qu'il y ait absence d'un testament, il faut qu'il y ait un patrimoine et un ou des héritiers. Si il n'y a pas de patrimoine, une personne est décédée, il n'a laissé aucun bien, il ne peut pas avoir transmission du patrimoine. Ou il peut laisser des biens, il n'y a pas d'héritier. Donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait ces trois conditions. Il faut qu'il y ait absence de testament, il faut qu'il y ait un patrimoine, et il faut qu'il y ait des héritiers. Voilà, comment expliquerez-vous le mot indignité? Qu'est-ce qu'une indignité? L'indignité, c'est une déchéance qui frappe un héritier par rapport à son comportement ou à ses agissements à l'égard du décus ou de ses proches. Donc, cette personne ne mérite pas, par rapport à son comportement, ne mérite pas de succéder, d'hériter les biens du défunt. Quels peuvent être ces comportements? Bon, ces comportements sont prévus par la loi, notamment l'article 459 du Code de la famille. Si vous permettez que je puisse les lire, parce que c'est important, oui. Il faut que vos téléspectateurs sachent exactement dans quel cas on peut être indigne de succéder. Cet article dit ceci. Est indigne de recueillir la succession du décueus, premièrement, celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort du décueus ou celle d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint du décueus, c'est-à-dire une personne qui a tué le défunt ou un de ses enfants ou un de ses pères et mères ou bien son décueus. Ah, il ne mérite pas d'hériter les biens du défunt. Deuxièmement, celui qui a attenté à la vie d'une de ces personnes, c'est-à-dire les personnes citées ici haut, notamment les descendants, les ascendants, les conjoints survivants. Troisième point, celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou faux témoignage risquerait d'entraîner à l'encontre de d'une de ces personnes une condamnation correctionnelle ou criminelle. L'une de ces personnes, c'est toujours les proches, le défunt ou les proches du défunt. C'est-à-dire celui qui a fait un faux témoignage à l'occasion d'un procès. Il fait un faux témoignage et qui pouvait entraîner une condamnation correctionnelle ou criminelle à l'égard du défunt ou de ses proches. Ou bien celui qui a fait une dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que vous portez plainte contre une personne, à la police, devant le juge d'instruction ou devant le procureur de la République, et qu'il n'y ait pas une suite à cette plainte. Et si, dans cette plainte, il y avait le risque pour le décueus ou un de ses proches d'encourir une peine correctionnelle ou criminelle. À ce moment-là, on est indigne à succéder. Quatrièmement, celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, le meurtre du défunt, a été condamné pour s'être volontairement abstenu de le faire. Donc, si vous n'avez pas empêché, sans risque pour vous ou pour les tiers, qu'on tue le défunt, à ce moment-là, et si vous avez été condamné pour non-assistance à la personne en danger, à ce moment-là, vous ne pouvez pas hériter. C'est bien. Cinquièmement, celui qui a été condamné pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt qu'il savait, en péril de mort, l'assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Donc, si vous avez été condamné
vous êtes abstenu de porter secours, ou encore vous-même porter secours directement par votre action immédiate ou en appelant le secours, vous ne pouvez pas hériter, c'est bien, vous êtes indigne. Sixièmement, celui qui, connaissant la preuve de l'innocence du défunt, alors que ce dernier a subi la peine de mort, a été condamné pour s'abstenir volontairement d'en apporter le témoignage aux autorités de justice ou de police. Le défunt risque la peine de mort. Et vous avez les preuves que les faits pour lesquels il est poursuivi, qu'il est innocent, vous avez les preuves de cette innocence. Vous ne les avez pas apportées à l'autorité compétente parce que vous attendez à ce que cette personne soit condamnée à mort pour que vous héritez ses biens. Alors vous êtes indigne. Septièmement, celui qui, par son action intentionnelle, a empêché la libre déclaration de la volonté du défunt ou sa mise en œuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ses actes. Donc celui qui a empêché que le défunt exprime sa volonté, notamment par testament. On lui arrache le stylo ou la feuille sur laquelle il comptait écrire. Cette personne qui a empêché aussi la mise en œuvre, par exemple un testament, on veut mettre ça en œuvre, il l'empêche par tous les moyens, ou il prend le testament, il mâche, il avale, ou encore une personne qui a accompli un des actes, a tenté d'accomplir un de ses actes. Et c'est donc, s'il y a une tentative d'empêcher la déclaration ou de mettre en œuvre ses volontés, alors cette personne est indigne de succéder. Huitièmement, celui qui, pour bénéficier de la succession, a attenté à la vie d'un héritier légal ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le défunt. Là aussi, c'est clair. Si une personne tente la vie d'un héritier pour hériter à sa place ou d'un bénéficiaire d'un testament laissé par le défunt, il est indigne de succéder. Voilà, maître, nous allons y revenir. D'accord. In Justitia. In Justitia, on continue toujours sur notre thème du jour, la succession en droit congolais, avec comme invité maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, maître, existe-t-il combien de catégories d'héritiers qui apparaissent expressément déterminées d'une manière hiérarchique? D'une manière hiérarchique, il existe des héritiers. Les héritiers, vous avez dit les héritiers. Oui, il existe six catégories d'héritiers. Il y a les ascendants du défunt, les descendants du défunt, les collatéraux privilégiés, et les autres susceptibles, et le conjoint survivant, et l'État aussi. Voilà les six catégories des successibles, des héritiers. Comment expliquerez-vous ces différentes catégories? Ces différentes catégories, les gens héritent par rapport aux héritiers en présence. Si la loi prévoit, si nous avons affaire en présence les enfants du défunt, face aux ascendants, ils ont 3 cas et les ascendants ont 1 cas. C'est avec les collatéraux pareil. Mais par exemple, si il y a les autres successifs, ils viennent en représentation. C'est une fiction juridique. Il y a un enfant du défunt qui est décédé, qui a laissé les enfants. Ces enfants viennent en représentation de leur père ou mère pour hériter. C'est ça qu'on appelle les autres successifs. Il y a aussi l'État. L'État, s'il y a une succession vacante, il n'y a pas d'héritier, l'État hérite. Et à propos du conjoint survivant, le conjoint survivant a le droit de jouissance, que ce soit un homme ou une femme, le droit de jouissance sur un quart des biens du défunt laissés par le défunt. Alors, comment la liquidation de la succession se déroulera-t-il lorsque le défunt qui vivait en Europe n'avait pas de résidence ici au Congo? Alors, comment la liquidation serait-il accomplie? Bon, la liquidation est ouverte au lieu du dernier domicile du défunt. S'il résidait en Europe, ça va s'ouvrir en Europe. Ça va s'ouvrir. S'il avait des biens en Europe,
évidemment... Mais au cas où les héritiers n'ont pas les billets pour aller en Europe? Ils constituent avocat en Europe, ils constituent avocat. Et l'avocat va engager les procédures en leur nom. Et une décision va être rendue, on va désigner un notaire qui va liquider la succession et qui va leur rendre compte. Maître, nous savons tous que pour avoir un avocat, ce n'est pas facile. Vous demandez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? En français, facile. Ça dépend. Vous savez, l'article 62 de la loi portant organisation de la profession d'avocat fixe les critères de fixation des honoraires. Donc, c'est aussi en fonction des ressources du client. Voilà un des critères. Pour la même affaire, un ministre du gouvernement de la République du Congo vient me constituer. Pour la même affaire, qui a la même nature. Et un enseignant du lycée vient me constituer pour la même affaire. Les honoraires ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes moyens. Les ministres gagnent beaucoup plus que les professeurs, donc les honoraires ne seront pas pareils. Pourtant, c'est la même affaire. Donc, je demanderais plus d'argent au ministre qu'à ce monsieur. Le ministre dirait quoi? Que les avocats coûtent cher? Non, c'est par rapport à ses moyens, par rapport à ses revenus. Ok, Maître Esso, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'acceptation et la rénonciation? Oui, l'acceptation, c'est le fait d'accepter, de recueillir la succession du défunt. Et quand vous acceptez, on peut faire une acceptation avec inventaire pour savoir quelles sont les dettes. Parce que quand on accepte une succession, on accepte et l'actif et le passif. Et la rénonciation, c'est le refus. Un héritier peut se dire, moi, je n'hérite pas ces biens. Les biens de mon père ou de mon frère, je n'hérite pas. Parce que pour plusieurs raisons, ça peut dire parce qu'il y a des faits, il y a plutôt des dettes, ou bien parce que je ne veux pas m'embrouiller avec les autres successifs, ou bien je conçois mon patrimoine, je n'ai rien à voir avec le patrimoine du défunt. Et on renonce à la succession. Et cette renonciation se fait par déclaration devant le greffe, au greffe du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. Il n'y a pas une autre forme de renonciation. Ce n'est qu'une déclaration devant ce greffe. Est-ce que la loi prévoit un délai et des conditions par rapport à la renonciation successorale? Oui, la loi prévoit un délai par rapport à la renonciation successorale. Le délai est prévu par l'article 508 du Code de la famille. Je peux me permettre de vous le lire. Oui. L'article dit « Si le successible n'a pas été poursuivi et n'a pas pris parti dans un délai de 5 ans, à compter du jour où il a eu connaissance de ses droits successoraux, sa faculté d'opter est prescrite et il lui est réputé avoir renoncé à la succession. » Donc, le délai de prescription est de 5 ans. C'est prévu par la loi. Mais c'est aussi possible qu'il y ait la rétractation de la rénonciation? Oui. La rétractation de la rénonciation aussi est prévue par les dispositions de l'article 538 du Code de la famille, qui prévoit la possibilité de la rétractation, de la rénonciation. Cet article, le législateur a prévu en disant que tant que le délai prévu à l'article 508 que je viens de citer du Code n'est pas écoulé, l'héritier qui a renoncé conserve la faculté d'accepter encore la succession si elle n'a pas déjà encore été acceptée par d'autres ou n'a pas été dévolue à un autre héritier par voie d'accroissement, tout sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession. Voilà ce que le législateur a prévu en ce qui concerne la rétractation de la renonciation. In Justitia. Voilà, In Justitia, on continue toujours sur notre thème du jour, la succession en droit congolais, avec comme invité Maître Esso, Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître Esso, quels sont les principes fondamentaux qui gouvernent la réserve au moment de la vente d'un immeuble? Bien, au moment de la vente d'un immeuble, il y a deux principes qui gouvernent la réserve. Il y a la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition suspensive ou la condition résolutoire, consiste à assurer le transfert de la propriété qu'au paiement. La condition résolutoire
permet de résoudre le contrat de vente de plein droit et de faire revenir la propriété au vendeur. J'aimerais savoir, au cas où l'un des héritiers est encore mineur, est-ce que la vente de l'immeuble serait réalisée? Oui, la vente de l'immeuble sera réalisée parce que l'héritier mineur a un tuteur. Donc le tuteur doit, la vente de l'immeuble serait possible si le tuteur légal de l'héritier ou son représentant donne son accord. Parce que l'enfant mineur ne peut pas donner son accord. Comme il a un tuteur, le tuteur donne son accord à sa place. Le tuteur, ça peut être le parent survivant. Alors, comment se fait le mécanisme de la réserve successorale et la reconstitution du patrimoine du décu aussi? Le mécanisme de la réserve successorale. La réserve successorale est constituée de 80% de la masse successorale. Et le mécanisme de la reconstitution du patrimoine du défunt se fait si les libéralités sont excessives. C'est-à-dire le défunt a donné plus de biens aux gens, aux personnes qu'il a choisies comme ça. Et en empiétant la réserve successorale, en dépassant, parce que la quantité disponible est de 20%. Ces 20% du patrimoine, du défunt lui permet de faire des libéralités à concurrence de ce potentiel. S'il dépasse, il y a reconstitution du patrimoine. Donc les libéralités consenties sont reversées dans la réserve héréditaire qui est de 80%. Existe-t-il combien de conditions pour qu'une libéralité soit imputée sur la réserve successorale? Bon, il existe deux conditions pour que la libéralité soit imputée. Elle sera d'abord imputée sur la réserve et deuxièmement sur la quantité disponible. La réserve héréditaire est de 80% du patrimoine du défunt. Et cette réserve héréditaire revient aux héritiers. Et la quantité disponible de 20%, c'est la disponibilité que le défunt a ou avait pour faire des libéralités. Alors quand il y a eu plus de libéralité, on reconstitue le patrimoine, la réserve disponible. Donc les biens qui ont fait l'objet d'une libéralité sont reversés dans la masse successorale. In Justicia. Voilà, maître, nous tendons pratiquement vers la fin de In Justicia. Quel serait votre résumé en lingala? Bon, résumé en lingala, qu'est-ce que je dirais? Je dirais simplement que bateau baza kolanda biso, makambo ya succession ezali makamoko tomona mingi na mboka na biso et makambo pe ba porter comme na tribunal. Bato mususu bana droit ya ko hériter ba bien ya parent na bango, mais quelquefois tomoni mingi ba kokaka ko sala ka démarche té parce que ba banga bandoki. Mais alors qu'ils ont le droit na ko sala action pour récupérer ba bien. Tout le monde a mis dans la famille mutakufi ba parent ba écarté moi si na bana ba s'accaparer na bien et moi si na bana pourtant moi si quelquefois a marié sous le régime de la communauté des biens et là même ses droits et se réserve et se résigne à ça la action té parce qu'on a bon bali à bana les enfants aussi ils ont peur parce que banoko bala mandoki et du coup ils n'exercent pas leurs droits. C'est pourquoi émission yo est très important pour que les bateaux la population baye ba droit na bango. Et puis aussi j'espère que beaucoup organiser aussi émission sur le mariage parce que beaucoup des gens va marier si surtout va marier sous le régime de la communauté des biens et au moment où le mari meurt va priver de tous les biens alors que dans na bien mobali a na 50% yayi va liquider na ni communauté il y a des biens il y a époux maintenant c'est à 50% ya par naye 50% au etikali wana yali bana na famille à moi na mobali
bako hérité ango. Mais il y a bien, il y a mobali à la droit, il y a usufruit un quart et usufruit pour utiliser toute sa vie. Donc c'est pourquoi l'émission c'est très important pour que la population va informer na droit na bango. Voilà quelques mots au Nakoko Koloba à l'occasion de l'émission de Lingala. Merci maître. Comment traduirez-vous les mots décueus? Le décueus, c'est le défunt, l'auteur de la succession. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci madame. Injusticia. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons eu à parler sur la succession en droit congolais avec comme invité Maître Esso Jean-Philippe qui est avocat à la Cour. Alors, je remercie toute mon équipe technique qui m'ont soutenu jusqu'à cet instant. Et moi, la vôtre Adams Malaika, je vous retrouve au prochain numéro. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.